de projecteur ce soir sur l'Office national des postes. Qu'est-ce qui reste de l'ONP avec l'avènement des NTIC? Aujourd'hui, 9 octobre, est déclarée Journée mondiale de la poste. La maladie mentale est une maladie comme toute autre maladie qui peut être guérie. Kadiatou Kone nous relate le cas palpant d'une femme qui a pu être soignée, voire guérie grâce à l'accompagnement de son environnement immédiat. La fièvre à virus Ebola continue de faire des vagues. L'Espagne avec 3 nouveaux cas. Les États-Unis où vient de décéder un ressortissant libérien. Le Mali jusque-là n'a enregistré aucun cas. Comment maintenir cette tendance? Tâche à laquelle s'attellent les autorités sanitaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous vous donnerons lecture du communiqué issu de ce Conseil des ministres au cours de ce journal ou dans un flash spécial. Ce message de félicitations du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta au président Théodoro Obiang-Nguema, président de la République de Guinée équatoriale. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale de votre pays, il me plaît à votre excellence ainsi qu'au peuple frère de la Guinée équatoriale, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour saluer les efforts que vous ne cessez de déployer dans le cadre du développement socio-économique de votre pays et réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations fraternelles, d'amitié, de coopération existant si heureusement entre nos deux pays en formant des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre excellence, de progrès, de prospérité croissante pour le peuple ami de Guinée équatoriale. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé des mains du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Comme je vous le disais dans les titres, chaque année, la journée mondiale de la poste est célébrée le 9 octobre, jour anniversaire de la création de l'Union postale universelle. L'Office national de la poste, créé en 1989, est l'une des vieilles entreprises publiques maliennes. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'ONP rencontre aujourd'hui d'énormes difficultés, mais ses responsables entendent mettre à profit les NTIC pour donner un nouveau souffle au secteur. Mohamed Ould Mamouni. Nous sommes à la Grande Poste de Bamako. Voici la salle qui abrite les près de 10 000 boîtes postales. Des cadenas pour la plupart qui ne fonctionnent plus, une boîte à l'image moyenâgeuse. Ce spectacle démontre à quel point les clients ne viennent plus consulter leur boîte postale. Vous voyez l'état des engorgements des BP. On invite les clients à être réguliers dans les ramassages de leurs prix dans les boîtes postales. On est vraiment débordés. Vous voyez tous ces sacs destinés à des clients qui ne sont pas réguliers. Au rez-de-chaussée, nous avons croisé l'un des rares clients qui vient retirer ses courriers. Moi, je le fais pratiquement 3 fois par la semaine. Mais auparavant, chaque jour, quand j'ai commencé le travail, je venais à la poste d'abord. Et maintenant, avec l'Internet, les courriers, c'est devenu très rare. Ça, c'est des revues, des petits paquets pour les missionnaires. Et on prend ça au moins 3 fois dans la semaine. C'est une évidence. La poste du Mali est aujourd'hui en perte de vitesse. Cela, malgré l'existence de plus d'une centaine de points de contact à travers le pays. L'avènement du numérique a fait chuter le volume du courrier. Mais ce volume de courrier qui a chuté concerne essentiellement le courrier particulier. Il y a des difficultés structurelles que la Poste du Mali connaît. Pour qui connaissait la Poste dans les années 80 et aujourd'hui, il y a vraiment une grande différence. La première difficulté que la Poste du Mali connaît aujourd'hui, c'est le fait, depuis la fin des années 80, d'avoir enlevé ce service financier postaux de la Poste. Je vais parler des chèques postaux, je vais parler des caisses d'épargne que la Poste a enregistrées. Et ça affaiblit complètement
la Poste a beaucoup joué, ça affaiblit complètement la Poste du Mali. La doyenne des entreprises maliennes fait face aujourd'hui à un certain nombre de défis, parmi lesquels l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'accélération de la mondialisation des échanges. Cette nouvelle donne économique fait apparaître un besoin de réformer le secteur. C'est pourquoi les responsables de l'ONP ont entrepris de vastes chantiers pour faire face à la concurrence. Le produit phare même que nous comptons lancer, que nous avons même commencé, ça c'est le e-commerce. Le e-commerce avec la vente en ligne des timbres poste. Cette vente est fonctionnelle depuis 2012. Avec les TIC, il s'agit pour la Poste de conceptualiser les activités liées au numérique. Notamment, il y a aujourd'hui le e-commerce, il y a le m-banking, il y a aussi les transferts d'argent, et surtout une plateforme très importante qui peut nous faire des paiements par des factures. Le département en charge de Poste est en train de tracer la feuille de route du secteur postal en général et de l'opérateur désigné, la Poste du Mali en particulier. En ce sens que le département ministériel en charge des postes est en train de travailler sur la politique décennale du secteur postal, et qui va se traduire dans un premier temps avec un plan d'action stratégique sur 5 ans et avec un contre-plan. Ce qui va permettre donc à la Poste d'être plus proche avec les nouvelles technologies au niveau des concitoyens, au niveau urbain, tout comme au niveau rural. Et aussi de donner un choix diversifié, varié de services à nos concitoyens. À l'occasion de la Journée mondiale de la Poste, l'ONP a initié une activité qui consiste à aller remettre les courriers des clients qui n'ont pas été enlevés. Une manière pour eux d'inciter les clients en question à consulter comme il se doit leur boîte postale. Concertation autour du projet de relecture de la loi portant statut du district de Bamako. Après la promulgation du texte, Bamako sera érigé en une commune avec 6 arrondissements. Pour recueillir les remarques et suggestions des acteurs concernés, le ministère de la décentralisation et de la ville a ouvert une série d'ateliers intercommunaux de 2 jours. Au gouvernorat du district de Bamako étaient regroupés des maires, des agents des collectivités territoriales, des chefs de quartier et des représentants de la société civile. Compte rendu, Moïse Traoré. La concertation doit affiner le projet de lecture de la loi du 21 février 1996 portant statut du district de Bamako. La capitale sera érigée en une commune subdivisée en arrondissements. La rupture avec le schéma actuel me paraît indispensable pour accroître l'efficacité de la gestion du district en termes d'amélioration du cadre de vie et de la qualité des services offerts aux populations. Parmi les insuffisances de la loi de 18 ans, il est relevé que les compétences territoriales de certains services dépassent le ressort du district. L'enchevêtrement entre services étatiques et ceux du district et des communes s'avère également une contrainte. Avant la présentation au Conseil des ministres, le projet est présenté aux principaux acteurs à travers 3 ateliers intercommunaux. Samedi, la proposition sera soumise à l'approbation des partis politiques. L'Office de radio-télévision du Mali ORTM tient la 34e session ordinaire de son conseil d'administration. La session est consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport d'activité de l'Office au titre de l'année 2013, du projet d'accord d'établissement et du document sur l'annulation des créances douteuses de l'ORTM de 2002 à 2009. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Communication, président du conseil d'administration, est revenu sur les réformes envisagées au niveau de l'ORTM et certains grands chantiers. On fait le point avec Bourama Traoré. Cela est reconnu et apprécié. L'ORTM joue un rôle déterminant dans la réussite de l'action gouvernementale, tout comme dans la réconciliation nationale et la construction citoyenne. Un rôle rappelé par le ministre des tutelles Mahamadou Kamara à l'ouverture de la 34e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. Sur la table de discussion, les grands chantiers pour donner un nouveau visage à l'ORTM. Ainsi, les magazines, les émissions de reportages, d'enquêtes et de débats sur les grandes questions de la nation et du reste du monde qui ont déjà été créées et que je salue, devront s'orienter vers les nouvelles préoccupations du gouvernement
et des populations, préoccupations qui sont nées de la situation post-crise. La production et la programmation de séries et feuilletons maliens et africains seront également renforcées, conformément à la politique de proximité et de renforcement de nos valeurs culturelles que nous voulons poursuivre. Poursuivre et intensifier aussi les efforts en cours pour être au rendez-vous de 2015, date retenue par l'Union internationale des télécommunications pour les passages au tout numérique. Un défi que l'ORTM se doit absolument de relever pour mieux se positionner dans l'environnement concurrentiel. Si nous ne le faisons pas, nous courons le risque de voir bientôt, après l'avènement des chaînes privées, de voir d'une part nos meilleurs éléments, meilleurs techniciens, meilleurs journalistes s'en aller vers ces chaînes privées. Nous risquons également, si ces chaînes privées arrivent à concevoir des programmes qui plaisent au public, nous prenons le risque de voir la publicité, les annonceurs s'en aller vers ces chaînes privées. Et pire, nous risquons, à terme, de voir se perdre l'influence de l'ORTM, à savoir l'influence de l'État. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur la formation, le perfectionnement des cadres et l'amélioration des conditions de travail. Le tout concourt à faire davantage de l'ORTM un véritable instrument au service du développement. Ce sera aussi avec l'implication de la direction, des agents qui sont sur le terrain, dans les bureaux, devant les machines, derrière et devant la caméra, le micro. Chacun à son niveau devra apporter sa pierre pour réussir le saut qualitatif que nous devons impulser. C'est un devoir et c'est devenu même une obligation. C'est là que la mission de service public prend tout son sens. Et c'est là également que l'ORTM restera fidèle à son slogan, à savoir la passion du service public. Fini désormais les risques de noyade des populations dans les eaux du marigot de Missala. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, à travers l'Office malien de l'Habitat, vient de réaliser un pont sur le marigot de ce village. L'ouvrage, qui a coûté plus de 367 millions de nos francs, a été inauguré par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui avait à ses côtés son collègue de l'équipement, des transports et du désenclavement. Notre reporter Daouda Sidiki Diara était présent lui aussi. Le rêve est devenu une réalité pour les populations des villages riverains de Niafala, Missala, Gouana, Kourale et Kabala. La réalisation de ce pont avec ses voies d'accès qui a coûté plus de 367 millions de francs CFA à l'État malien permet de relier en toute saison ces villages à Kalabankouro, leur chef-lieu de commune. Elle favorise aussi les échanges commerciaux entre les populations tout en sauvant aussi leur vie. Cet ouvrage qui demeurera jusqu'à jamais, fin des temps, mettra fin au cauchemar que nos résidents ont connu tous les ans en perte en vie humaine pendant les saisons hivernales, que Dieu soit loué. Réalisé par l'AGEROUTE avec pour maître d'ouvrage le ministère de l'Urbanisme, ce nouveau pont est situé à 300 mètres environ au sud du village de Missala. L'ouvrage est en béton armé d'une longueur de 20 mètres et 7 mètres de largeur avec 2 trottoirs. Le pont est sur la voie d'accès au site d'un coopératif d'habitat. Cet ouvrage facilitera le transport des matériaux de construction destinés aux travaux de réalisation et de construction des logements de 40 coopératives d'habitat, soit Gouana 38 et Missala 2. Dans le cadre de sa politique d'accès au logement, le gouvernement a mis à la disposition de 41 coopératives d'habitat plusieurs parcelles de terrain à Gouana, Missala sur 200 hectares. Réalisés dans les délais requis, ces travaux favoriseront l'accès au site pour plus de 5500 familles, sans compter les quartiers et sites voisins. L'une des grandes missions que le président de la République nous a assignées, c'est de faire en sorte qu'on améliore les conditions de vie de toutes les populations. Et dans ce cadre, avec notre collègue, nous avons fait tout pour qu'on puisse répondre à ce vœu de monsieur le président de la République. Et nous pensons que ce beau ouvrage que nous avons inauguré tout à l'heure ensemble restera un des signes forts de ce mandat. La cérémonie d'inauguration du pont de Missala se situe dans le cadre des activités de la journée mondiale de l'habitat qui s'est déroulée le 6 octobre dernier.
Rentrée scolaire 2014-2015, Madame le ministre de l'Éducation nationale et des directeurs nationaux de son département ont procédé au lancement officiel de l'année scolaire 2014-2015 à Gao, placée sous le signe du renouveau. Cette nouvelle année scolaire verra plus d'engagement dans l'amélioration des conditions de travail des établissements dans tous les ordres d'enseignement. Et pour y arriver, les autorités scolaires fondent l'espoir sur tous les acteurs. Daouda Zoumana Traoré depuis Gao. Pour la cérémonie, les deux premiers intervenants de Gao ont fait ressortir les principales difficultés de l'école à Gao. Il s'agit surtout de l'effectif pléthorique, 180 à 200 élèves par classe, et l'insécurité résiduelle empêchant les enseignants de Ménaka à rejoindre leur poste. Présentement, 11 communes sur les 24 de la région connaissent des difficultés de reprise totale. La cause doit être sauvée et à tout prix. Je vous invite à faire beaucoup plus de classes dans ma commune parce qu'aujourd'hui la commune de Gao reçoit toutes les autres communes. C'est pour toutes ces raisons évidentes que nous plaçons cette rentrée scolaire 2014-2015 sous le sceau du retour effectif de l'école dans la région de Gao. Tout est engagé pour que l'école retrouve son lustre d'antan et ses lettres de noblesse, rassure la ministre Togola Jacqueline Marinana. Ces projets nécessitent une mobilisation des autorités scolaires, des partenaires, des collectivités, des parents d'élèves et des enseignants. L'école a une importance vraiment sans prix. L'éducation, l'école nourrissent les esprits, produisent la connaissance et éloignent l'ignorance qui fait le lit de la misère et de la violence. Cette année, le gouvernement et ses partenaires s'attelleront à l'amélioration des conditions de travail de tous les ordres d'enseignement, et cela du point de vue formation, infrastructure et recrutement, entre autres. Les centres de développement de la petite enfance sont des structures scolaires de base, de grande importance, qui prépare l'enfant à la vie scolaire. Quant à l'enseignement fondamental, les actions en cours en faveur de l'accès et de la qualité se poursuivront. Une attention particulière sera accordée, entre autres, au développement des infrastructures et à l'équipement des structures éducatives, à un renforcement du suivi pédagogique. La délégation de la ministre de l'Éducation nationale a profité de cette mission pour présenter ses condoléances au contingent nigérien présent à Gao suite à la mort en mission de 9 d'entre eux. Cette alerte avant de poursuivre le cours de ce journal, 81 ONG internationales viennent d'exprimer leur profonde préoccupation face à l'insécurité croissante et la réduction de l'espace humanitaire dans le nord du Mali. La recrudescence des attaques contre les ONG depuis mai 2014 compromet l'assistance et l'accès aux populations vulnérables, et ce alors que la situation humanitaire reste toujours critique. Nous rappelons que nous sommes des organisations non gouvernementales qui apportent de l'aide aux populations selon des principes humanitaires bien définis. À présent, l'Afrique, le reste, nous allons voir ce qui fait l'actualité sur le continent en images et à pas de course, avec au Niger l'hommage national rendu au casque bleu tué dans notre pays et l'arrivée du président Uhuru Kenyatta dans son pays après une comparution devant la Cour pénale internationale. Hommage national du Niger à ses 9 soldats morts au combat. Ces casques bleus sont tombés dans une embuscade tendue par des groupes terroristes vendredi dernier dans le nord du Mali. Devant les 9 cercueils recouverts du drapeau bleu ciel de l'ONU, le représentant des Nations Unies promet de punir leurs meurtriers. Nous traquerons sans répit les auteurs responsables de cette ignominie. Et un jour viendra où ils devront rendre compte de leurs actes devant la justice. Malgré ses pertes militaires, l'État du Niger affiche sa détermination à poursuivre son engagement contre le terrorisme dans la région. Le président Kenyatta de retour à Nairobi après sa comparution devant la Cour pénale internationale. Accueil solennel et en fanfare pour Uhuru Kenyatta, accusé de crimes contre l'humanité durant les violences politico-ethniques de 2007-2008. C'est la première fois qu'un chef de l'État en exercice comparaît devant la CPI. Ovationné par des centaines de partisans proclamant son innocence, Uhuru Kenyatta s'est adressé à la foule, déclarant « Nous ne faisons qu'un et il n'y a rien à craindre car le Kenya est stable ».
Le président kényan espère maintenant que la CPI abandonne ses poursuites contre lui. Retour à l'actualité nationale des législatives pour remplacer le député de Yorosso décédé il y a quelques mois. Des législatives vont être organisées le 2 novembre prochain. 13 candidats sont en lice, 12 issus de partis politiques et un indépendant. Le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État fait le point des dispositions prises et il est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons décidé qu'en radio, chaque candidat aura un passage de 5 minutes par semaine, parce que la campagne dure 3 semaines. En télévision, le passage est de 3 minutes par semaine et par candidat. Et ce matin, nous avons fait le tirage pour le passage des candidats. Et ce tirage a lieu en présence des candidats eux-mêmes ou de leurs représentants et en présence d'un huissier que nous avons commis justement pour constater le bon déroulement de ce tirage. Et le programme de ce tirage est disponible chez nous dès maintenant. Nous avons également prévu, pour animer davantage la campagne, que des éléments de la campagne puissent paraître aussi dans les journaux parlés et télévisés. C'est ainsi que, en ce qui concerne les meetings, les candidats pour le journal parlé ont droit à 3 minutes par semaine. Et pour la télévision, ils ont 2 minutes 30. Je dois préciser que dans les dispositions que nous avons prises, un candidat peut, par exemple, les meetings se passant sur le terrain, peut enregistrer sur place et nous apporter la cassette pour diffusion. Mais cette cassette-là doit pouvoir répondre aux normes de l'ORTM et doit respecter le temps qui a été donné à chaque candidat. Autrement, il peut solliciter l'ORTM pour aller se faire enregistrer sur le terrain. Et en ce qui concerne les enregistrements, nous commençons par exemple à 9h. Le candidat qui est programmé à 9h, si à 9h15 il n'est pas là, l'huissier constate son absence et il est forclos. Ça veut dire que son temps d'antenne pour la semaine indiquée n'est plus à sa disposition. Ensuite, aucun candidat ne peut céder son temps d'antenne à un autre. Pour ceux qui n'étaient pas au tirage, le programme de tirage sera affiché devant la porte du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. 24 milliards de francs CFA pour booster le développement économique des populations rurales des pays du Sahel et de la Corne de l'Afrique, et cela pour 5 ans. Voilà le défi que s'est fixé le Royaume des Pays-Bas, et pour y parvenir, un programme d'amélioration de la productivité agricole et de la gestion des ressources en eau disponibles dans 3 pays du Sahel, dont le Mali, et 2 pays de la Corne de l'Afrique. Makamfin Konaté a suivi le lancement officiel de ce programme. Au total, 180 villages sont concernés par ce programme. Il s'agira d'améliorer la fertilité des sols, de restaurer et d'enrichir le parc agroforestier et d'instaurer une gestion rationnelle des ressources en eau pour des usages multiples. Dans la région de Sikasso, le programme sera exécuté par l'Association malienne d'éveil au développement durable AMED, basée à Koutchala. Notre travail d'exécutant sur le terrain consiste à identifier avec les acteurs bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes au niveau des villages, les hommes au niveau des villages qui sont impliqués dans l'agriculture, à identifier quels sont les besoins d'appui, c'est-à-dire quelles sont les activités dont le potentiel existe, qu'on peut mettre en œuvre et qui puissent contribuer à leur bien-être. En investissant dans ce programme, le Royaume des Pays-Bas entend apporter une réponse participative
aux problèmes récurrents d'insécurité alimentaire et de baisse des ressources hydriques au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Kenya et en Éthiopie. C'est clair que dans le Sahel, on a eu déjà une bonne expérience avec des programmes, des projets. Comment on peut aussi développer un modèle pour un développement intégré qui vraiment donne un profit au niveau des producteurs privés. Exécuté dans la région de Mopti, Ségou et Sikasso, le programme touchera 12 communes dans 6 cercles. Le montant annuel décaissé pour le Mali est de près d'1 milliard de francs CFA. Au terme des 5 ans, les 180 villages concernés devront être autosuffisants et économiquement autonomes. Un objectif qui semble être une bouffée d'oxygène pour le ministère du Développement rural. C'est vous dire quelle importance le ministère du Développement rural accorde à ce programme et combien nous resterons attachés au suivi de sa bonne mise en œuvre pour le bonheur des populations rurales. Au Mali, le programme est piloté par The World Agroforestry Center, ICRAF, mis en œuvre par l'ONG Sahel Eco. L'exécution sur le terrain revient aux ONG Oxfam, AMED, AMEP et Sahel Eco. Le chef de cabinet du Premier ministre a présidé hier l'inauguration de logements de PAM Service, des logements format appartements meublés. Le coût de réalisation s'élève à 800 millions de nos francs. Youssouf Diakité, compte rendu. C'est le directeur du cabinet du Premier ministre qui inaugure le complexe de logement résidence, une initiative de PAM Service. Des Maliens de l'extérieur qui entendent mettre à la disposition des Maliens des villas appart qui associent les avantages d'une villa et les fonctionnalités d'un appartement. On a décidé maintenant ensemble, moi et mes partenaires, pour essayer de faire ce projet parce qu'il y avait un manque de logement ici à Bamako. Le coût de réalisation, ça coûte combien? Bon, ça s'élève à 800 millions qu'on a financé entièrement sur fonds propres. Ce n'est pas des logements sociaux, ce sont des appartements meublés qui sont abordables quand même quand on les compare aux hôtels, aux différents hôtels qui sont ici. Je considère cette initiative comme un modèle parfait de contribution de la diaspora malienne à l'œuvre de construction nationale. Et je crois que c'est le genre d'initiative encouragée, le genre d'initiative à présenter comme modèle aux autres, de manière à ce que cela puisse faire tache d'huile. Le représentant du Premier ministre s'est dit fier de l'idée et encourage les initiateurs. Par cet acte, nos compatriotes établis à l'extérieur ont décidé de manifester leur intérêt pour le développement du Mali. Aujourd'hui, le Mali a besoin de l'appui de tous ses fils, de leur expertise technique, du potentiel humain de sa diaspora pour relever les nombreux défis auxquels il est confronté. Justement, les initiateurs veulent étendre le projet à toutes les communes du district de Bamako. Des appartements dont le prix varie entre 75 et 100 000 francs CFA la nuitée. La maladie mentale est une maladie comme toute autre maladie. Quand elle est traitée à temps et bien suivie, le malade peut retrouver sa vie normale. Une vie normale, allais-je dire. Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie mentale, notre rédaction s'est intéressée au cas d'une dame qui a pu être soignée et guérie. Les malades mentaux ont tout simplement besoin de l'accompagnement de tout un chacun. Kadia Tsukone est allée suivre. De nos jours, la maladie mentale fait peur. Une fois déclarés, les malades sont généralement laissés à eux-mêmes. Sur les places publiques, le long des trottoirs, ils sont nombreux à élire domicile, exposés à toutes sortes de dangers. Ils deviennent des malades errants, cherchant dans les poubelles ou des petites pièces par-ci par-là pour se nourrir. Pourtant, les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être soignées et souvent guéries. On peut bien guérir de la folie et reprendre sa vie normale. C'est le cas de Maman Mariko qui a eu sa première crise suite à un accouchement alors qu'elle n'avait que 26 ans. Aujourd'hui, elle se porte bien et a même recommencé ses petites activités de commerce. Je suis restée malade pendant près de 20 ans. À l'époque, ma fille était toute petite. Aujourd'hui, elle est mariée et a un enfant. Au début, nous sommes allés chez les tradithérapeutes sans succès. C'est après que nous sommes venus au service psychiatrique. Aujourd'hui, je me sens bien et je vais à mes occupations.
Pendant ma maladie, mon mari m'a abandonné, mais les autres membres de ma famille m'ont beaucoup soutenu. L'implication de la famille et de la société joue beaucoup dans l'amélioration des conditions des malades mentaux. Et c'est le père de notre Mamou, désormais guéri, qui a toujours été à ses côtés et qui l'accompagnait au service psychiatrique du Point G. Quand elle est tombée malade, je l'ai amenée chez un guérisseur à Kourou-Salé. On nous a fait faire des sacrifices de moutons, de colas et autres. Mais rien à faire. Finalement, nous nous sommes rabattus sur les services psychiatriques. C'est donc au service psychiatrique du Point G que Mamou a fini par séjourner pendant sa maladie. Et lors de son séjour, elle a été suivie par le professeur Aruna Togora. À la suite d'un accouchement qu'elle a eu les premiers troubles. Mamou, elle est arrivée la première fois ici chez nous, vers 2006, présentant des troubles assez aigus. Et le cas de Mamou a été très très difficile. Voilà, la stabilité, on a pu l'obtenir que 1 à 2 mois de traitement intensif au niveau du service. Et en ce moment qu'elle a commencé à verbaliser ce qu'elle avait comme problème. Maman, elle est très bien équilibrée, elle se livre à son petit commerce, donc c'est elle-même qui fait sa prise en charge. Et il faut savoir que tous les facteurs peuvent déclencher cette maladie. Par exemple, des événements douloureux comme la perte d'un être cher, un divorce, la perte d'un emploi, un accident ou une maladie grave. Donc, nul n'est épargné. Pour les causes de ces maladies mentales, il y en a plusieurs. Et il faut se dire que toute difficulté interhumaine est un facteur favorisant de la maladie mentale. Bien sûr, s'il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de ceci ou cela, mais ces facteurs interhumains, c'est ça l'essentiel du déclenchement des maladies mentales chez l'être humain. Donc, tout être, nous tous, on est tous exposés au même niveau, donc personne n'est à l'abri. À cause de tous les préjugés entourant la maladie mentale, seulement une personne atteinte sur 3 consulte un professionnel de la santé. En cas de déclenchement de la maladie, au lieu de dire c'est le djinn, ou bien c'est le maraboutage, ou bien c'est ceci ou cela, vous mieux l'amener le plus tôt possible au niveau de l'hôpital. Si vous l'amenez très tôt, le malade il peut recouvrir son état. Mais dans le cas contraire, il restera une personne déficitaire pendant tout le reste de sa vie. Malgré les efforts fournis par le personnel du service psychiatrique, de l'État malien et des partenaires sociaux, ce centre est confronté à d'énormes difficultés. Nous avons des cas chroniques, ce sont des malades qui sont dans les services il y a plus d'une trentaine d'années avant notre arrivée ici, donc qui sont à la charge de l'État en nourriture, en médicaments et en habillement. Donc souvent il faut avoir des dons ou bien quelque chose pour pouvoir les prendre en charge. La protection civile qui vient prendre des malades en ville qui n'ont pas de parents, qui viennent déposer dans les services. Donc nous avons souvent ces difficultés-là, parce que nous n'avons pas la capacité de prendre réellement ces malades en charge, parce que nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas en médicaments, nous n'avons pas en nourriture, il faut des aides. S'il n'y a pas d'aide, on se trouve devant ces difficultés. D'après les spécialistes, les malades mentaux sont incapables de se prendre en charge du fait même de la nature de leur maladie. Leur prise en charge sollicite donc l'implication des membres de leur famille, de la société, mais aussi des plus hautes autorités. Car ces malades ont besoin d'une assistance matérielle, sociale et même juridique. Une pensée forte à tous les malades mentaux en ce mois de la solidarité. Khadijatou Kone. Organiser la riposte contre la maladie à virus Ebola au Mali, c'est l'objectif du ministère de la Santé et son partenaire, l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont près d'une centaine d'agents de santé à prendre part à une formation sur la lutte épidémiologique aux frontières et les techniques de prélèvement de cas suspects. Alousseni Touré, compte rendu. Avec plus de 7000 cas, dont plus de 3000 décès dans la sous-région, la maladie à virus Ebola est une véritable menace à nos frontières. Fort heureusement, le gouvernement malien et ses partenaires ont pris les devants. Une centaine de techniciens de la santé ont été recrutés pour remplacer les agents déployés aux frontières dans l'urgence. La présente formation s'adresse aux nouvelles recrues. L'OMS a déclaré cette maladie, cette épidémie comme une urgence en santé publique de portée
internationale. Dès lors, l'importance de la mobilisation générale de tous les secteurs et de l'ensemble de la population est devenue une nécessité absolue. Parallèlement à la formation des agents chargés de la surveillance épidémiologique, des techniciens de laboratoire sont formés à la technique de prélèvement des échantillons chez les sujets suspects. C'est une formation jumelée de laborantins, de personnel de laboratoire et de personnel de surveillance au cordon sanitaire, c'est-à-dire les frontières d'entrée. Vous savez que nous avons laissé les frontières libres conformément au règlement sanitaire international et conformément à notre propre perception de cette lutte. Et donc cela nous impose d'être vigilants, de procéder aux surveillances, contrôle de température notamment, pour toutes les personnes qui franchissent la frontière. À l'issue de cette session, les agents de santé seront bien formés en matière de surveillance, de prise en charge et de prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Fièvre Ebola, nous en parlerons avant de refermer ce journal, mais dans le cadre du mois de la solidarité, la Fondation Bank of Africa offre de matériels médicaux et biomédicaux au service de néonatologie et des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. La Bank of Africa témoigne ainsi de son engagement citoyen à travers les différents dons et appuis aux communautés défavorisées de notre pays. Rachel Tessougué, compte rendu. 20 millions de francs CFA, c'est le coût total des matériels médicaux offerts par la Bank of Africa au département de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré. Il s'agit entre autres de fauteuils roulants, de lits de réanimation, des tensiomètres avec brassard pour enfants, des lunettes à oxygène pédiatrique. Nous sommes un groupe citoyen, donc de banque citoyenne. Et nous avons fait de notre credo de soutenir en tout cas toutes les actions, que ce soit au niveau social, au niveau de la santé, au niveau humanitaire, dans les pays où notre groupe est présent ou représenté. Selon les autorités médicales, ces matériels contribuent à réduire la mortalité infanto-juvénile. Elles ont pris l'engagement que ces matériels médicaux seront utilisés à bon escient. On ne peut être que content par rapport à un tel geste. Là où nous sommes, on a de grosses difficultés au niveau de l'hôpital et donc les privés qui peuvent venir pour nous aider, etc., sont toujours les bienvenus. Chaque année, près de 3000 nouveau-nés prématurés ou en situation de détresse sont hospitalisés au service de néonatologie et environ 2000 enfants aux urgences. Fièvre Ebola, fièvre à virus et Ebola, on continue d'en parler. L'Espagne est secouée par 3 nouveaux cas. Aucun cas confirmé de cette maladie n'a encore été enregistré dans notre pays, mais ce qui préoccupe les autorités sanitaires, c'est empêcher toute entrée de la maladie au Mali. Comment y parvenir? Notre reporter santé, Tchissira Emmanuel Dambélé, est allé au service d'infectiologie. Nous pouvons suivre son reportage. L'Ebola est une maladie infectieuse virale découverte en 1976 en République démocratique du Congo. Portant le nom d'une rivière de ce pays, elle a une période d'incubation allant de 2 à 21 jours, pendant laquelle il n'y a pas de symptômes et la personne contaminée n'est pas dangereuse pour son entourage. Passé ce délai, surviennent ensuite les signes de la maladie. Après ces 22 à 21 jours, il va être pris violemment par une fièvre, de la douleur et plus tard des saignements de tout genre. Le malade peut saigner du nez, il peut saigner de la bouche, il peut saigner de l'anus. Toute partie du corps du malade peut saigner. Et c'est pourquoi nous disons qu'en matière d'Ebola, les meilleurs symptômes, c'est la fièvre et les saignements. Pour le moment, il n'y a pas de traitement curatif ni de vaccin contre la maladie, mais des traitements symptomatiques permettant à certains malades de survivre. Entre 1976 et 2014, 24 épisodes d'épidémie d'Ebola ont été enregistrés en Afrique avec un taux de létalité variant entre 25 et 100%. De nos jours, ce qui préoccupe le plus, c'est comment éviter la propagation de la maladie. Premier cas de figure quand il n'y a pas de cas confirmés de maladie à virus Ebola dans le pays.
Il faut donc éviter de se rendre dans les zones à potentiel épidémique, sauf en cas d'extrême nécessité. Il faut continuer à renforcer les mesures d'hygiène, notamment le lavage des mains de façon pluriquotidienne à l'eau et au savon. Il faut tout faire pour éviter de manipuler les animaux sauvages, à plus forte raison d'en manger, parce que le virus vit dans le corps de la chauve-souris, qui le garde pendant toute sa vie sans en mourir. Et la chauve-souris peut transmettre le virus aux autres animaux qu'elle côtoie plutôt, et tous ces animaux peuvent contracter le virus à partir de la chauve-souris. Et quand on est en présence d'un cas suspect, d'autres mesures s'imposent. En face d'une personne suspecte, nous recommandons d'abord de garder son calme, de ne pas céder à la panique, de ne pas faire circuler les fausses rumeurs. La panique, la peur, les fausses rumeurs peuvent constituer un état de fait plus grave que la maladie à virus Ebola elle-même. Ensuite, il y a un numéro vert qui a été mis à la disposition de la population. Il faut rejoindre ce numéro vert, appeler l'équipe de santé et écouter les conseils, les directives. Mais avant que l'équipe n'arrive, il faudrait que la famille se tienne à l'écart, qu'il ne manipule pas les sécrétions du malade. Je vais parler de la salive, je vais parler des selles, je vais parler des morphes et tout ce qui sort du corps du malade. La famille, les proches, tout ce qui vient les rendre visite, il ne doit pas les toucher. En matière d'Ebola, la vigilance est de mise de A à Z. De A à Z, je vais dire que depuis qu'on a constaté les cas suspects, les personnels de santé, l'entourage du malade, sa famille doivent faire attention, ne pas toucher les sécrétions du malade ou les objets et habitués par ces sécrétions sans prendre des mesures de protection. Lorsque le malade vient à décéder, il n'appartient plus à sa famille. Le corps, le malade, tous appartiennent aux équipes spécialisées sanitaires qui vont s'occuper de lui depuis le traitement jusqu'à l'enterrement, s'il vous plaît. Pour parler de cas confirmés d'Ebola, il faut des preuves scientifiques venant d'un laboratoire spécialisé. Autrement dit, un cas suspect d'Ebola ne signifie pas Ebola. Des notions à ne pas confondre. De la musique dans ce journal, le groupe Magic System de Côte d'Ivoire est à Bamako depuis hier soir. Le séjour s'inscrit dans le cadre de la tournée mondiale que le groupe a entamée il y a quelques mois. L'étape de Bamako sera marquée par 2 concerts ce week-end au Centre international de conférences de Bamako et au Palais des Sports à l'ACI 2000. Des spectacles qui seront mis à profit par ces ambassadeurs de l'UNESCO pour présenter au public bamakois leur nouvel album et revisiter le riche répertoire du groupe Magic System. Pour plus de précisions, notre reporter Modibo Soare est allé à leur rencontre. Les auteurs de Antou m'a pris cadeau. C'est une tournée mondiale qui nous amène un peu partout et Bamako, c'est la 7e étape de cette tournée. Donc on a voulu venir donner 2 concerts inédits, communier avec ce public-là qui nous a vu partir. Mais l'étape de Bamako est placée sous le signe de l'espoir et de la paix. Parce que tout le monde sait ce que vit le nord du Mali aujourd'hui et je crois que chacun doit apporter son soutien. Et nous, à travers ces concerts, c'est des messages d'apaisement, des messages d'encouragement et d'espoir que nous allons lancer à l'endroit des populations. Ça sera notre contribution à nous, parce que nous sommes aussi ambassadeurs à l'UNESCO pour la culture de la paix. Donc c'est tout à fait normal que nous contribuions à cela. C'est toute l'armada du groupe Magic System qui est là, de l'ingénieur jusqu'au chanteur, tout le monde. C'est vraiment une 15aine de personnes qui s'est déplacées pour ce spectacle parce qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis à travers ces 2 concerts, c'est le résumé de tous les albums que nous avons eu à sortir depuis premier Gaou jusqu'à maintenant. Du premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou qui est Gaou.
Donc, inutile de rappeler que Magic System est l'auteur de cette chanson très célèbre, Premier Gaou n'est pas Gaou. Ainsi va la vie, le RTM est en deuil. Seydou Traoré, journaliste au bureau des oulémas, s'en est allé ce jeudi à l'âge de 53 ans. كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمبل ما أسلموا السلام عليكم أمبرجل فوز سلام يغفر الله. Donc, après Seydou Traoré s'en est allé ce jeudi à l'âge de 53 ans des suites d'une longue maladie. Après ses études à l'université El Azhar du Caire en Égypte, Seydou Traoré a intégré le RTM et le bureau des oulémas où il a travaillé pendant une vingtaine d'années. Seydou Traoré laisse derrière lui une veuve et 5 enfants. Ces obsèques auront lieu demain vendredi à la mosquée de l'imam Djabi de Sogoniko à 13h près du collège Cheikh Anta Diop. Que la terre lui soit légère. Seydou Traoré, affectueusement appelé My Friend par Bali Idrissa Sissoko. Dors en paix, My Friend. Voilà, avant de refermer ce journal, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en session ordinaire au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous l'avais promis, le communiqué vient donc de tomber et j'ai avec moi sur ce plateau Ibrahima Djombele. Bonsoir Ibrahima Djombele. Bonsoir Raoui Touré. Avec vous donc, lecture du communiqué des conseils des ministres. Eh bien tout à fait, je le découvre avec vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction d'un immeuble R+5 pour le bureau de la Direction nationale et de la Direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat assise à Dar Salam à Bamako. Le marché approuvé pour un montant de 2,734 823 000 francs, 166 francs CFA, et toute taxe comprise, et un délai d'exécution de 24 mois est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Comatexibat SA, la réalisation des travaux de construction et pour les bureaux de la Direction nationale et de la Direction régionale du district de l'urbanisme et de l'habitat assise à Dar Salam, Bamako, contribuera à améliorer les conditions de travail des agents des dites directions. Le financement du marché est assuré par le budget national sur les exercices 2014, 2015, 2016 et 2014. Voilà, on a mis 2014, 2015, 2016. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali auprès des États-Unis d'Amérique, du Mexique et représentant du Mali auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international avec résidence à Washington, et M. Tiena Koulibaly, agroéconomiste. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, inspecteur en chef adjoint, M. Alassane Bonkanamaïga, ingénieur des eaux et forêts, inspecteur M. Mamadou Gakou, ingénieur des eaux et forêts, directeur national des eaux et forêts, M. Adi Karim Touré, ingénieur des eaux et forêts. Au chapitre des communications, au titre du ministère de la Solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction du Nord, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale de promotion de l'économie sociale et solidaire et son plan d'action 2014-2018.
L'économie sociale et solidaire est l'ensemble des activités de production et de distribution de biens et de services menées par les sociétés coopératives, les mutuelles, les associations et autres organisations. Ces entreprises de type particulier sont basées sur la solidarité, le partage et le fonctionnement démocratique en plaçant l'homme au centre du processus de création et de jouissance de la richesse. Les différentes formes d'entreprises de l'économie sociale et solidaire recontribuent fortement à la création et ou à la distribution des biens et services ainsi qu'à la création d'emplois. Cependant, malgré son apport important dans l'économie nationale, l'économie sociale et solidaire n'est pas orientée à ce jour par un instrument qui lui donne une vision globale et prospective de son développement. La politique de promotion de l'économie sociale et solidaire a pour objectif de contribuer à la promotion d'une économie sociale et solidaire qui participe de manière efficace et efficiente à la création des richesses et d'emplois et à la lutte contre la pauvreté. Les différentes orientations et interventions prévues par cette politique prennent en compte des actions transversales communes à toutes les formes d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ces actions visent à créer un environnement législatif et réglementaire favorable à la promotion des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au renforcement des capacités des organisations et des acteurs, au développement de la formation et de la recherche, au suivi et évaluation et l'administration de la mise en œuvre. L'adoption de la présente politique accompagnée du plan d'action 2014-2018 permettra à l'État et aux autres acteurs de disposer d'outils de référence qui mettent en cohérence les visions et actions pour assurer un soutien plus efficace au développement des organisations de l'économie sociale et solidaire dans notre pays. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale sur les changements climatiques. Les changements climatiques constituent de nos jours un des défis majeurs pour le développement socio-économique de tout pays. Les pays en développement, comme le Mali, sont particulièrement en risque en raison de leurs bas revenus, de la faiblesse de leur capital humain et de leur vulnérabilité économique. Les principaux défis de changement climatique auxquels notre pays est confronté sont entre autres les sécheresses, les inondations, les vents forts, les fortes variations de température et les pollutions atmosphériques. Pour surmonter ces défis, des stratégies ont été adoptées et des initiatives ont été prises dans les différents secteurs avec plus ou moins de réussite. L'intégration de tous ces efforts dans une dynamique globale de développement durable s'avère aujourd'hui nécessaire et justifie l'élaboration de la politique nationale qui servira de cadre de référence des différentes interventions dans le domaine de la lutte contre les effets des changements climatiques. La politique nationale sur les changements climatiques a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en apportant des solutions appropriées aux défis des changements climatiques dans plusieurs domaines, dont notamment l'agriculture, les ressources en eau, les forêts, l'énergie, les transports, l'aménagement du territoire, la santé, l'environnement, l'industrie et les mines. La politique nationale sur le changement climatique s'articule autour des orientations ci-après, la mise en place d'une gouvernance participative et mieux organisée des changements climatiques, la promotion d'une intégration des changements climatiques dans les politiques et stratégies sectorielles et dans la planification du développement au niveau national et territorial, le renforcement des actions d'adaptation aux impacts des changements climatiques, la prévention et la gestion des risques et des catastrophes naturelles, la promotion des actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, le renforcement de la recherche pour le développement, la vulgarisation et le transfert des technologies et la génération d'informations et de données appropriées, l'information, la sensibilisation du public, la formation et le renforcement des capacités en matière de changement climatique, la promotion et le renforcement de la coopération internationale et sous-régionale. L'adoption de la politique nationale sur le changement climatique en tant qu'outil de planification stratégique favorisera une synergie d'action qui permettra à notre pays de mieux cibler ses besoins d'appui et d'entreprendre des interventions cohérentes en matière de lutte contre les effets de changement climatique. Alors, c'était laborieux à Ouitouré. Vous y êtes quand même arrivé. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Le communiqué du Conseil des ministres met un terme définitif à cette édition.
Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 13h. Ça sera une présentation de Khadijatou Kone et Aïssata Ibrahim Meiga prendra le relais pour les éditions de la nuit. Quant à moi, reste à vous souhaiter une excellente nuit. Au revoir.